Hello et bienvenue dans ce premier épisode de 18 degrés sous l'horizon. Juste avant que le podcast commence, je voulais vous dire qu'on a décidé de découper notre discussion en plusieurs parties pour que ce soit plus agréable à écouter. Cet épisode sera donc en 3 parties, les 2 autres seront diffusés dans les prochains jours. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, et bienvenue dans ce premier épisode de 18 degrés sous l'horizon, un podcast où avec nos intervenants, nous allons essayer d'imaginer une nouvelle organisation sociale, une nouvelle manière de vivre, plus respectueuse de l'humain et du monde qui nous entoure. Je me présente, je m'appelle Tristan, et comme d'habitude je suis accompagné de Louis. Salut Loulou. Salut Tristan. Voilà, qui va co-animer cette discussion avec moi. Et pour ce premier épisode, nous avons décidé de nous attaquer à une institution qui est très importante dans notre organisation sociale, qui est l'école. Et pour ce premier épisode, du coup, nous sommes accompagnés de 2 personnes, donc Sébastien Charbonnier et Sonia Vidal. Je vais vous demander de vous présenter, Sonia, dans un premier temps. Je travaille dans un lieu qui s'appelle La Petite Maison, qui est un lieu qui accueille des enfants de 1 an jusqu'à 6 ans. Il y a 16 enfants par jour, avec 4 professionnels, et dans un groupe d'âge mixte, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent tous ensemble. Voilà, et dans mon autre vie, j'ai été 25 ans danseuse et chorégraphe, ce qui m'a amenée à travailler avec les enfants et qui est pour moi, en fait, vraiment une continuité de mon parcours de danseuse, en fait, de travailler avec les petits-enfants et avec le corps et le respect de ça. Sébastien, tu peux te présenter ? Eh bien, je travaille à Lille, mais je suis la moitié de l'année ici au Vence. Et à Lille, je suis enseignant-chercheur en philosophie de l'éducation. Voilà, j'aime beaucoup la philosophie et la question de l'éducation est celle qui m'intéressait le plus. Donc, je l'ai prise comme objet de recherche privilégié avec une approche philosophique. Pour commencer, je propose de faire un petit tour de table pour interroger un petit peu notre rapport qu'on a à l'école, ou qu'on avait à l'école, pour certains qui n'y sont plus, on va dire. Je vais commencer et puis on va faire un petit tour. Donc moi, j'ai fait un parcours scolaire assez classique et j'ai fait un bac+2 en audiovisuel parce que j'ai toujours voulu faire ça de ma vie. Je suis fils de prof, petit-fils de prof, donc j'ai vraiment baigné dans l'école toute ma vie. C'est que en sortant du système scolaire, dont j'étais un des gagnants, où je me suis rendu compte de toutes les limites de ce système-là et de tout le mal que ça pouvait faire. Moi aussi, j'étais à l'école traditionnelle, mais beaucoup en lutte dans cette école. Et quand tu avais posé la question, là, que j'avais lu cette question, les 2 souvenirs qui me sont revenus, le premier, c'est le sourire de ma meilleure amie à l'école maternelle et quand on montait les escaliers, mais en fond de ça, c'était quelqu'un qui criait et qui était notre enseignante. Okay. Et mon deuxième souvenir, c'était aussi une enseignante en CP, quand on apprend à lire et à écrire, et qui nous tapait sur les doigts avec une petite règle carrée en métal. Voilà. Et heureusement, mes parents là étaient là pour soutenir cette non-violence, en fait. Et c'est les 2 souvenirs, j'y avais jamais pensé, qui sont revenus. Ah, c'était venu comme ça, là Quand j'ai lu la question, là, je me suis dit, c'est ça qui est revenu à moi. Okay. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant. Sacré souvenir de l'école. Voilà. Tu es quand même revenu 25 ans après dans un système éducatif, pas dans le système de l'école. Mais justement, pas dans un système de l'école, dans un système que nous avons créé, parents et professionnels, et qui permet justement de travailler sur la bienveillance envers les enfants. Moi, je me rappelle de l'école primaire où tu m'as inspiré avec tes souvenirs. J'ai eu le temps de réfléchir, alors c'est comme mes souvenirs. Mais après, il faut se méfier parce que mon cerveau a tendance à se rappeler que des bons trucs. Je me rappelle d'avoir fait beaucoup de diabolo, de cirque, de jonglage, et en quelques semaines, toute l'école, tous les enfants de l'école primaire jouaient au diabolo et on faisait tous au diabolo. Et il y a un cirque même qui est prévenu et on a fait un spectacle. Ouais, du coup, j'ai des souvenirs d'avoir vécu, d'avoir traversé l'école dans plein de manières différentes et d'avoir toujours réussi à me trouver une forme de place et à pouvoir en profiter. Du coup, j'ai fait école primaire dans le public, ensuite j'ai fait le collège dans le public, un petit peu. Ensuite, j'ai fait du CNED à la maison. Ensuite, je suis allé dans un collège alternatif à la ferme des enfants. Et ensuite, je suis retourné dans le Gard pour un lycée public que j'ai pas fini. Je suis parti juste avant le bac.
Un parcours un peu cabossé du coup, mais très beau souvenir. Mais t'as quand même dit que t'avais trouvé ta place à chaque fois. Oui, sauf peut-être quand j'ai fait le CNED à la maison. Peut-être que La solitude, c'était difficile, Je quoi. prenais ma place parce qu'il y avait d'autres gens. Ouais. Ok. J'ai fait ça aussi, moi. Ah ouais. J'ai fait ma terminale par le CNED. Ah ouais, Ouais. ok. Voilà. C'est quand même un petit peu des trous noirs, Non, mais cette ouais, école. Ok. Ouais, check, équipe. CNED. Sébastien, du coup. Moi, scolarité très classique, entièrement dans le public. J'ai eu l'impression d'avoir appris beaucoup en dehors de l'école. Et donc d'avoir eu un rapport finalement assez obéissant et docile au système scolaire. C'est-à-dire les enseignants demandaient un truc, je leur donnais. Donc j'ai été relativement épargné par le fait que j'étais un bon élève. Mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. J'adorais regarder des documentaires, lire des bouquins illustrés sur les animaux, la géologie, plein de choses comme ça. Et j'ai connu des profils d'enseignants très différents. Par exemple, en primaire, j'ai eu une professeure de CP, un prof de CM2 absolument géniaux, un prof de CE2 invisible et 2 profs de CE1 et de CM1 toxiques. En CE1, ils faisaient des fessées déculottées. Ouais, c'est ça. Donc on est en 1900 CE1, donc on est en 1991-92. Et quand j'en ai reparlé à mes parents récemment, je leur ai dit, mais vous faisiez rien, parce que c'était su, hein, on leur disait. Et ma mère s'est un peu excusée en disant, bah, c'est une autre époque. Ouais. On tolérait ça, quoi. Qu'une enseignante fasse ça. Et quand elle faisait ça, on avait tous la tête sous la table. On était terrorisés. Donc elle prenait un élève qu'elle montait sur son bureau, dont elle baissait le pantalon. Et tous les autres, du coup, se baissaient la tête. Oui, on était terrorisés. Ah ouais. Wow. Il n'y a même pas eu, comme on aurait pu croire, enfin comme certains auraient pu croire, un espèce que les élèves se moqueraient entre eux, peut-être. Non, pas du tout, non, quoi. parce que c'était un rituel extrêmement impressionnant. Et violent, quoi. Très violent. Et très violent. Donc, ok, d'accord. Et ouais. après ça, du coup, donc t'as fait collège aussi, classique. Voilà, collège classique, lycée. Et moi, je me suis un petit peu, on va dire, réveillé après le bac, puisque comme j'étais bon élève et que j'étais en S, j'étais en prépa scientifique. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est nul. Enfin, c'est comme du lycée, mais un peu plus difficile. Et j'ai eu la chance de faire des bonnes rencontres avec les 2 professeurs de physique et de chimie qui m'ont dit, mais en fait, ce que t'aimes dans la science, d'après ce que tu viens de nous dire, c'est plutôt en philo des sciences. D'accord. Okay. Ou alors en sciences, tu vas être obligé d'attendre de faire une thèse en physique ou en chimie, mais d'ici là, ça va continuer à être théorie dogmatiquement imposée, exercice pour appliquer la théorie qu'on vient de t'apprendre, et ça ira pas plus loin, surtout pendant les 2 années de prépa. Et donc j'ai été aux journées portes ouvertes de rattrapage de l'université de Nantes fin septembre. C'est une époque qui était avant Parcoursup, ça c'est sûr. Et pareil, là aussi j'ai fait des belles rencontres sur le prof et les étudiants qui tenaient la table ronde, et ça m'a donné la confiance pour à ce moment-là m'arracher rapidement d'un système qui était la voie royale élitiste. Bien sûr, okay. Ça n'allait pas de soi de passer du plus prestigieux lycée nantais qui intégrait Polytechnique et Centrale Paris à une rentrée en Deguin philo à l'université de Nantes. Ah ouais. Ok, d'accord. Mais voilà, et ça m'a beaucoup plu et j'ai continué en philo. Et du coup, t'en fais ton métier maintenant, quoi. Voilà, donc pas de regret. Hein. Ouais. Et donc, du coup, j'arrive à en vivre. T'es toujours dans une structure scolaire, du coup, quand même. Je suis à l'université, ouais. Voilà. Ouais. Donc, t'as jamais trop quitté l'école, mine de rien. Non. Ok. Non. D'accord, très bien. Moi, je voulais quand même qu'on commence par essayer de réfléchir un peu, savoir à quoi ça sert l'école. Est-ce que ça sert à apprendre des choses ? Est-ce que ça a un autre rôle ? Sébastien, si tu veux rebondir là-dessus. Eh bien, tel que l'institution scolaire française, on va peut-être, on pourra faire un peu d'anthropologie comparée si on veut, mais on va rester sur en la France parce qu'on connaît l'expérience, voilà, que tout le monde connaît. Il me semble que l'apprentissage des savoirs est un moyen, et qu'une des mythifications de l'institution, c'est de faire croire que c'est une fin, que la finalité de l'école, c'est apprendre, alors que finalement, c'est plutôt ce qui est mis en place, ce qui fonctionne, mais pour une fin qui est autre. Une fin de sélection sociale et de perpétuation des inégalités dans la société, mais grâce aux apprentissages, on a un effet puissant de légitimation. C'est-à-dire que les personnes qui sont passées par là ont l'impression que, le discours, c'est on vous a mis à disposition des savoirs avec des professionnels qui étaient prêts à partager ça avec vous. Il est important de vous en emparer parce qu'en France, donc début de la pression, ça mène au diplôme, et le diplôme est extrêmement déterminant pour votre place sociale et pour votre activité professionnelle.
Donc voilà, déjà, on voit que l'école ne sert pas qu'au savoir, mais sert à pouvoir exercer l'activité rémunérée qui nous plaira. Ça, on le comprend vite. Ce qui est faux. Oui. Voilà, en plus, et à partir de là, voilà, s'enclenche un rapport au savoir dont on perçoit bien qu'il est instrumental, puisque finalement, c'est toujours en vue de la bonne note pour pouvoir continuer à passer, ne pas redoubler, ne pas être dans une orientation subie, mais une orientation choisie. Et tant qu'on ne conteste pas le fait qu'il y ait de l'inégalité dans notre société, l'école, de manière là aussi mythifiée, nous fait croire que c'est l'occasion d'une redistribution des places. Donc déjà, quand on dit ça, on ne conteste pas qu'il y ait une hiérarchie dans la société, mais on dit, rassure-toi, à chaque génération, tout le monde a sa chance. Ouais, voilà, c'est Tu ça. pourras être devant les autres ou avoir les places au soleil. Et donc voilà, la finalité, on va dire, c'est la légitimation et une hiérarchie qui prend la forme de la méritocratie. On pourra y revenir, la place du mérite dans l'institution scolaire. Donc plutôt les savoirs comme moyens et instrumentalisés. T'en penses quoi, Sonia, toi ? Je suis assez d'accord avec ça. Moi, personnellement, j'ai pas de diplôme. D'accord. Pas de bac ? Pas de bac. Ok. Je l'ai passé. Je l'ai pas eu à très peu de points, mais j'ai pas souhaité le repasser. Et donc on a 2 personnes qui n'ont pas le bac ici. Ouais. Tu n'as pas de bac. T'as vu, hein. Et ça m'a pas empêché de faire plein de choses en fait autres. Ça ne m'empêche pas en tant que maman, j'ai quand même 3 enfants, que ça va de 25 ans jusqu'à 16 ans, de faire un peu ce que tu dis, en tous les cas pour le dernier là, de lui dire vas-y donne-toi les chances d'eux. Et après, pour moi l'école, cela devrait être un endroit de socialisation politique où on apprend avec l'autre, on parlemente, on expérimente le lien à l'autre et peut-être avoir un diplôme, mais ça c'est le après. Et la deuxième chose qui pour moi est vraiment importante à l'école, qui devrait être importante à l'école, c'est se connaître soi-même. En fait, c'est quelque chose qui doit, par le lien à l'autre, tu vas expérimenter qui tu es. Et ça, dans un rapport avec où on préserve la santé psychique et physique et l'intégrité de chacun. Sachant que l'école, au contraire, joue pas du tout cette carte-là et joue une carte de compétition permanente entre les élèves et même entre les professeurs, je pense aussi. Je pense que les professeurs, c'est ça pour moi un des problèmes, c'est qu'ils sont soumis à la punition-récompense. Donc après, ils font la même chose sur leurs élèves. Ils ont pas de moyens en fait de fonctionner autrement. Ils sont dans un système oppressif. Ouais. Et qui légitime les oppressions d'ailleurs. Du coup. Voilà, qui du coup légitime les oppressions et avec peu de marge de manœuvre en pédagogie. C'est-à-dire on leur dit c'est comme ça que vous devez faire, on attend ça de vous et ils n'ont pas d'outils en fait, ils ne sont pas formés en pédagogie. La plupart des enseignants, ce n'est pas des pédagogues, on leur a appris des savoirs qu'ils doivent retranscrire. La retranscription d'un savoir, elle ne se fait pas comme ça chez un enfant. Ça ne marche pas. On ne remplit pas un vase, en fait. Ce n'est pas possible. Déjà, peut-être, pour commencer à avoir envie d'apprendre quelque chose, il faut peut-être le vouloir l'apprendre, je pense déjà. Et je pense que ce que fait l'école, d'ailleurs, ce n'est pas du tout donner envie d'apprendre. On bourre les élèves de connaissances qui ne savent pas trop forcément à quoi ça va servir plus tard. Le nombre de fois, je me disais au collège, mais à quoi ça va me servir ça ? Je pense tous demander ça. Ouais, je pense qu'on s'est tous demandé ça et en fait, assez rapidement, on comprend que ça nous servira pas, quoi. Mais c'est là où c'est important vraiment de prendre au sérieux l'articulation moyen-fin, parce que l'institution, elle a son efficacité en termes d'institution de pouvoir, donc ça sert à quelque chose. Oui, non, tout à fait, mais pas à ce qu'on pense. Voilà. Par exemple, il y a des travaux en didactique, donc quand on essaye de s'interroger à comment fonctionnent les apprentissages et qu'est-ce qui reste des apprentissages dans telle ou telle discipline. Ils ont fait une expérimentation, c'est des didacticiens de la SVT. Ils ont redonné le même devoir par surprise à des élèves 3 semaines après qu'ils l'aient effectué dans le cadre normal, en étant prévenus. On passe, en moyenne, les moyennes sont divisées par 2. Donc si la classe avait 12, 3 semaines après, la classe a 6. Donc ça dit quelque chose. Effectivement, ces savoirs-là, c'est même pas à quoi ils vont servir. D'une certaine manière, ils n'ont même pas eu lieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été compris. Ils ont juste été retenus un peu par cœur
parce que les élèves jouent le jeu, ils veulent s'en sortir, donc ils révisent la veille au soir pour leur examen. Mais par contre, ce qu'ils ont appris, c'est quand quelqu'un nous donne un ordre, aussi débile soit-il, on s'exécute. C'est ça. Voilà, et tous ces apprentissages-là, ils sont réels. Mais c'est des apprentissages politiques, on pourrait dire, l'apprentissage de la docilité, l'apprentissage du respect d'une hiérarchie. Et c'est là où on voit que la vraie finalité est là. Donc ces apprentissages servent à quelque chose, mais effectivement, quand on prend naïvement à la lettre l'idée que c'est le contenu qui devrait servir, on a l'impression qu'ils ne servent à rien. Mais il y a des choses qui se sont gravées dans les esprits, en termes notamment de socialisation. Tu parlais de socialisation, il y a une socialisation que tu souhaiterais, et il y a cette socialisation-là qui a lieu, mais qui est une socialisation d'un certain type de société, d'un certain type de modèle dans la manière de se rapporter aux autres. Est-ce que le problème vient pas du fait que l'école est directement rattachée au marché du travail, hein? C'est quand même le principal intérêt de l'école, c'est de nous conformer au marché du travail et aux attentes du marché du travail. Elle est rattachée, elle l'est pas en fait. C'est rattaché, oui, dans un certain sens, parce que tu vas travailler, tu te dis, ben là, il y a du boulot, je vais faire ça, ça, ça. Et en même temps, il n'y a aucune connexion entre l'entreprise et l'école. Il n'y a pas de pont. En tous les cas, en France, il n'y a pas de pont qui existe, à part les personnes qui travaillent, qui sont en BEP, CAP, qui donc, eux, travaillent en alternance, qui du coup sont dans un rapport concret. Mais les autres, ils vont travailler leur tête. Et puis un jour, on va leur dire, ben, t'as passé ton bac, mais maintenant, il va falloir que tu bosses ou que tu ailles faire des études. Mais il y a pas le sens n'est pas là parce que ce n'est pas concret, en fait. On ne fait pas quelque chose qui va nous amener à être dans le monde. Au contraire, je pense que ça renferme, parce qu'on est dans un milieu qui est petit, en fait. On vit entre soi. Puis d'un coup, on vous dit, ben, le grand monde, c'est pas ça, en fait. C'est autre chose. Alors, on a les clés, hein. On nous a donné quelques clés. Ben, pour vivre auprès d'adolescents en ce moment, la pression, elle est vraiment très, très grande. Ouais, elle est vraiment très grande, en fait, parce qu'ils sont quel perdus. Ouais. Ils sont perdus. Ils n'ont pas, en fait, les clés de la réalité. Ils ont des clés qui marchaient dans un certain cadre, mais ils n'ont pas les clés pour vivre à l'extérieur. On leur a pas appris rien, en fait. On leur a appris un savoir qui rentre, qui ne sert pas toujours, pour certains, ce que tu disais là. Et puis voilà, après, ils vont aller dans le monde. Je pense que y a des clivages très forts entre les gens qui ont déjà une capacité à être, qui ont peut-être familialement aussi, où on a appris des choses. Et si certains décident, ben, peut-être comme Louis, moi, à un moment de dire, ben non, c'est bon, en fait, je vais arrêter là. Moi, je sais ce que j'ai à faire dans la vie. Et on est entrepreneur de nous-mêmes, mais il y a plein de gens qui n'ont pas cette force-là. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces gens, quoi ? C'est ça la question. Ben, souvent, il y en a plein, pour en avoir côtoyé, qui vont aller en fac et qui vont rester et qui vont passer des années avant de se dire, ben, en fait, ce dont j'ai envie, c'est pas de ça. Et comme ce que tu disais, en fait, Sébastien, je trouvais ça chouette. Tu as fait des rencontres, en fait. Et c'est ces rencontres qui t'ont amené à t'ouvrir, en fait, à te dire, ben, en fait, moi, c'est pas cette voie-là que je veux autre chose. Et l'école, ça devrait être ça, c'est des rencontres avec des humains. Et en fait, là, on est dans des rapports aussi de hiérarchie, de pouvoir. Et du coup, dans ces rapports-là, tu n'apprends pas. En fait, l'apprentissage se fait, les neurosciences le montrent là, l'apprentissage ne se fait que dans l'enthousiasme et la joie. Et un enfant a envie d'apprendre par essence. C'est comment on va proposer à l'enfant les choses qui va lui donner envie d'apprendre. Si on lui impose, si c'est une obligation, tu contrains, tu n'épanouis pas l'autre. Ouais, bien sûr. Tu le mets dans la contrainte, donc il ne va pas pouvoir aller vers ce que tu lui demandes et tu lui proposes. Quand j'étais au collège, du coup collège alternatif, tous les mercredis matins, on avait un espace où c'était un espace pour les projets, l'espace projet. Et ça marchait en termes de trimestre, enfin chaque trimestre un nouveau projet je veux dire, et ça peut être un projet personnel ou en groupe. Et c'est un espace qui était libre, un peu comme le système d'une école démocratique où on était vraiment libre de pouvoir créer ce qu'on voulait, on était accompagné si on avait besoin d'être accompagné. Et je me rappelle que c'est dans cet espace-là que moi avec des potes on faisait nos premiers films, quoi.
et qu'on a écrit nos premières histoires et qu'on a pu s'exprimer et apprendre vraiment ce qu'on voulait vraiment apprendre et avoir le soutien des adultes pour pouvoir entreprendre nos petits projets. Et vous ne faisiez pas rien, quoi. Et on faisait pas rien. Ouais, bien sûr. Et ça a continué, ça a semé une graine qui restait en nous, en tout cas qui restait en moi, même quand je suis retourné au lycée où il y avait plus ce temps-là de projet. Et c'était les vacances. Et du coup, pendant une année, toutes les vacances scolaires, on tournait nos films, quoi. Et à côté, on bossait sur nos trucs. Et c'était parallèle. Et on avait un pied dans l'école, où c'était aussi le lieu social où on se retrouvait. Et un pied perso dans nos familles. Et nous, entre amis, on se retrouvait pour pouvoir entreprendre nos projets. Et ça nous a pas vraiment quittés, quoi. Pour rebondir sur ta question et par rapport à la réponse qu'a fait Sonia, je serais assez d'accord avec vous deux et je me dis qu'il faudrait peut-être distinguer le côté travail concret, au sens de Marx, c'est-à-dire tu apprends quelque chose qui est lié à une activité précise. Tu as une formation, tu as des compétences pour faire quelque chose. Et là, effectivement, l'école, surtout l'école généraliste, a un petit côté hors sol qui fait que quand tu sors de l'école, tu as l'impression de rien savoir faire ou rien qui soit connecté à la réalité du marché du travail. De ce point de vue-là, elle n'est pas du tout connectée au marché du travail, mais au sens du travail abstrait, c'est-à-dire en tant que main-d'œuvre qui va devoir vendre sa force de travail sur le marché du travail. Là, l'école prépare idéologiquement la transition parce que c'est l'effet de sélection. Elle prépare déjà la hiérarchie des prétentions possibles à contracter avec un employeur. Voilà, si tu as Polytechnique, tu peux arriver et s'il ne te propose pas 3 000 € par mois, tu lui claques la porte au nez en disant non. Et à l'inverse, si tu as été humilié par l'école et que tu as subi cet effet de sélection, moi je me rappelle très bien, j'ai enseigné 2 ans à Lens et quand j'étais face à un terminal de série technologique, j'ai entendu des élèves me dire de toute façon je sais que j'aurai un métier de merde et je serai mal payé et j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. C'était une fatalité, c'est ma faute. On avait vraiment l'intériorisation de l'absence de légitimité et donc c'était un discours fataliste extrêmement triste à entendre, mais voilà, ils étaient préparés, ils et elles étaient préparés à rentrer sur le marché du travail en acceptant des contrats au lance-pierre, la précarité, etc. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, on voit que toute la violence du marché du travail, elle a été préparée pour, entre guillemets, être rendue acceptable par le travail de l'école. Elle a été légitimée par l'école. Elle a été légitimée par... Très bien. Moi, je voulais rebondir un petit peu sur l'école en tant que vecteur de combler ou pas les inégalités. Il y a un sociologue qui s'appelle Baptiste Coulmont qui, entre 2012 et 2020, a répertorié toutes les personnes qui passaient le bac, et il a répertorié tous les prénoms, ceux qui avaient une occurrence supérieure à 200, c'est-à-dire que les prénoms qui étaient donnés à moins de 200 personnes qui passaient le bac, il ne les prenait pas. Donc il a récupéré tous les prénoms, on va dire, les plus donnés, il a fait un nuage de points en fonction de la quantité de ces prénoms qui ont été donnés, et le nombre d'entre eux qui ont eu mention très bien au bac. Et on voit que, alors du coup je peux vous faire passer le graphique, on voit très bien que au bout de 18 ans quasiment de cursus scolaire, il y a une inégalité entre les genres et entre des classes sociales qui est phénoménale. Je crois qu'en 2020, je crois que j'ai noté 38% des Joséphine avaient mention très bien au bac, tandis que il y avait 5%, je crois, ou 3% des Jordan qui ont eu mention très bien au bac. Donc Joséphine, prénom connoté très bourgeois, Jordan, prénom connoté prolétaire. Et on voit aussi que les filles réussissent beaucoup plus à l'école que les garçons en moyenne, ont des meilleures notes à l'école. Pourtant, il y a une inégalité flagrante dans le monde, en tout cas en France. Les femmes sont... ont en moyenne 30% de moins de ressources. Alors ça veut pas dire forcément qu'elles font les mêmes métiers, mais justement c'est le problème, c'est que les métiers les mieux payés sont occupés par des hommes, généralement. Je voudrais juste lire quelques prénoms, parce que tu en as donné un. Vas-y, j'en ai donné un. Donc dans les prénoms qui réussissent bien, on a Joséphine, Apolline, Garance, Constance, Capucine, Héloïse, etc. Voilà. C'est ça. Et les prénoms qui réussissent le moins bien ? Qui résiste le moins bien, c'est tout en bas, c'est ça ? Ouais, tout en bas à gauche, ouais. Nous avons Amina, Ayoub, Walid, Logan, Brice, Hassine, Sofiane, Ryan, Yacine, Samy, Jessica. Ah.
Donc ça veut pas dire que quand tu donnes un prénom à quelqu'un, ça veut pas dire que voilà, il va mal réussir à l'école, mais les prénoms sont des marqueurs sociaux très très puissants. Et on voit qu'au bout de 18 ans de scolarité, étonnamment, les cartes sont pas rebattues, quoi. Alors que normalement, on pourrait croire que l'école est faite justement pour rebattre les cartes et donner une chance à chacun, légitimer le mérite, comme ce que tu disais tout à l'heure, si tu voulais enchaîner là-dessus tout à l'heure. La question, si on analyse ce problème avec le prisme du genre, ça montre qu'il y a quand même une certaine complexité, parce que ce qui apparaît à partir des années ce qu'on appelle le moment de la massification de l'école en France, donc à partir des années 60, donc petite distinction conceptuelle importante, la massification, ça qualifie juste la quantité de personnes qui accèdent au système scolaire. Donc on oppose ça à la démocratisation, où là, la démocratisation, c'est vraiment, on pourrait dire, une égale appropriation de ce que propose l'école. Donc voilà, donc la massification, typiquement, peut signifier que toutes les hiérarchies sont conservées. Ça veut juste dire que maintenant, tout le monde passe par l'école, quasiment, donc ça devient massif, mais ça n'entraîne pas des effets d'égalitarisation, de démocratisation. Donc il y a massification, et dans cette massification va être importante, liée à, on va dire, une certaine libération des femmes, mais alors, voilà, libération au sens presque du féminisme, qu'on appelle le féminisme blanc bourgeois, c'est-à-dire la libération va passer par l'indépendance économique, qui passera par le fait d'aller, vous aussi, sur le marché du travail capitaliste. Et donc, la clé de tout ça, c'est de bien réussir à l'école. Donc, on voit qu'effectivement, les filles, par rapport aux garçons, s'emparent beaucoup plus de cette proposition qui leur est faite, à savoir, soyez méritantes, travaillez bien à l'école, et on voit qu'aujourd'hui, mais progressivement dès la fin des années 70, elles sont meilleures que les garçons à tous les niveaux, en primaire, au collège, au lycée, mais ce qui n'empêche pas, dans une société patriarcale, un effet de plafond de verre que déjà, on va dire, à bac, ou voire même à mention égale, les ambitions d'orientation dans le supérieur sont plus grande chez les garçons que chez les filles. Donc, il y a une autocensure dans l'orientation. Et à diplôme égal, il y a une... alors là, c'est peut-être pas que de l'autocensure, c'est peut-être aussi de la discrimination dans le marché du travail. Par exemple, Sciences Po Paris avait fait une étude et il y avait une différence de salaire de 8 000 euros par an entre les garçons et les filles de leur promo. Et après la crise de 2008, elle avait augmenté. Ce qui est assez caractéristique des crises économiques. Souvent, dans les crises économiques, une société s'arc-boute sur ses acquis et sur ses structures. Et donc, comme on est dans une structure inégalitaire filles-garçons, en gros, les garçons avaient vu leur salaire en moyenne augmenter de 1 000 euros, alors que les filles, il avait baissé de 4 000 euros par an. Ah ouais. Après la crise, oui. D'accord. Okay. Comme si elle avait intériorisé que c'était la crise, c'était déjà bien d'avoir un travail, il fallait pas se plaindre. Tout un discours qu'on peut proposer typiquement aux dominés. Donc voilà. Donc, derrière la méritocratie et derrière le fait que les filles se sont réellement emparées de cette opportunité qui leur était proposée et qui a sans doute permis des trajectoires d'ascension sociale, de transfuge qu'il n'y a pas à juger. Et peut-être que des personnes individuellement en sont très contentes et disent merci à l'école, mais quand on prend l'angle des statistiques, on se rend compte aussi de la relative fable qu'est la méritocratie. On a ça aussi très bien avec les enfants issus de l'immigration première, deuxième et troisième génération, où le rapport s'est durci à l'école, notamment quand une certaine génération a vu les grands frères avoir joué le jeu scolaire et s'être fracassé contre le marché du travail, quoi. Ce qui a donné des conclusions des fois assez cyniques et désabusées chez les petits frères ou la génération d'en dessous qui dit « moi l'école ça m'intéresse pas, toi t'as essayé, t'as fait tout bien comme il fallait et t'y arrives pas ». Ok. Sonia, tu peux relancer là-dessus? Mais moi ce que j'ai envie de dire déjà c'est que ça part depuis tout petit, en fait. Là, on parle de genre, de façon d'appréhender le monde depuis tout petit. Et là, les nouvelles lois, par exemple, pour l'école, amènent, en France en tous les cas, l'instruction obligatoire à 3 ans. Donc là, on va se retrouver, ce dont tu parles, ça va être exponentiel, en fait. L'école est hyper genrée. C'est des décennies de femmes qui ont pris l'habitude d'obéir de toute manière. Donc, en effet, oui, pour certaines, il va y avoir une ascension sociale.
pour d'autres, de toute manière, dès qu'elles sortiront après le bac, et il y a toujours cette illusion de la famille, des enfants, donc elles vont arrêter, elles vont s'occuper de leurs enfants, parce que quand même, il ne faudrait pas que ça soit trop les hommes qui s'en occupent. Voilà. Je rigole, hein, évidemment, là-dessus. Heureusement qu'on on a un petit peu changé, mais pas tant que ça. Donc, évidemment, quand une femme se présente pour un travail, si elle n'a pas encore eu d'enfant, on va lui dire on va prendre l'homme avant, parce qu'on est sûr qu'il va être là tout le temps dans l'entreprise. Donc ça c'est des discriminations qui sont fortes. Et depuis la maternelle, et même avant en crèche, hein, il y a des discriminations sur le féminin là, et sur le masculin, parce que à la fois on enferme les femmes dans un rôle, mais on enferme aussi les hommes du coup dans un rôle. Et je pense que c'est quand même en train de changer, pas pour tous, hein, mais pour côtoyer pas mal de jeunes gens, je vois quand même des changements. Alors c'est forcément dans un microcosme. Voilà, c'est ça. Mais ce microcosme, il fait quand même bouger les choses, quoi. Et c'est toujours, je trouve, intéressant. Et après, à l'école, là c'est pareil. Pour moi, c'est de l'éducation dès le plus jeune âge, en fait. Pourquoi on va mettre dans les mains d'un garçon des voitures et que les filles n'y ont pas forcément accès? Pourquoi les filles ne vont jouer à la poupée mais pas les garçons? Pourquoi on se choque? Je me rappelle d'un papa qui vient visiter la petite maison, donc le lieu d'accueil, et qui me dit « Ah, mais mon garçon, il va pouvoir mettre des robes et il va pouvoir jouer avec les poupées ?» Je dis « j'espère qu'il va faire ça, parce que c'est quand même vraiment important pour lui dans son apprentissage de futur homme d'être passé par là. » Tu penses que c'est vraiment important pour les garçons de passer par là? Mais pour les garçons et les filles, c'est-à-dire que si ils ont besoin d'avoir à leur disposition des jouets qui vont pas être genrés, qui vont... eux, ils n'ont pas ce tabou dans la tête, ils n'ont pas de représentation. Quand ils arrivent là, s'ils ont envie d'aller vers une poupée pour jouer, que je sois garçon ou fille, je vais prendre cette poupée et je vais jouer avec une imitation, un mimétisme de ce que j'aurais vu dans la société. En tous les cas, pour les petits-enfants, jusqu'à 6 ans, on est vraiment dans un rapport de mimétisme et d'imitation. Si je vois mon papa s'occuper de mon petit frère, de ma petite sœur ou de moi, je vais jouer avec ça, avec les poupées. Si dans ma représentation familiale, il n'y a pas ça, je n'irai pas, forcément. Et du coup, le contexte, tout ça pour dire aussi que le contexte familial est primordial dans toute aussi la domination et comment on va s'asservir soi-même au système qui va nous être proposé, qui est là, entre autres, l'école, qui est le lieu d'apprentissage. Le contexte familial, pour moi, est primordial, en fait. Et tu parles des prénoms, et du coup, on parle de contextes sociaux aussi, de milieu social. Et c'est sûr qu'il n'y a pas d'égalité de chance, en fait. C'est juste pas possible, en fait. Parce que quelqu'un qui va partir... si moi je reprends chez nous, on parle politique tout le temps à la maison. Donc je pense que les enfants, ils ont des outils pour voir là où ils sont. Mais tout le monde n'a pas ces outils-là. Tu le disais très bien, Sébastien, que toi, c'est arrivé bien plus tard quand d'un coup, tu as pris acte avec des gens du système où tu étais. Toi aussi, tu as dit la même chose, tu vois. Ouais. C'est des fois plus tard qu'on voit l'oppression, en bien fait. Sûr, ouais. Les systèmes de domination, les choses comme ça. Ouais. Et puis, je pense qu'on est quand même beaucoup à avoir la servitude volontaire. Je pense qu'elle existe bien pour chacun d'entre nous. Hein. Mm-hmm. Pourquoi? Après, c'est dans notre histoire. Hein, mais, et du coup, moi, en effet, dans l'apprentissage, tu vois, des petits, parce que c'est mon domaine de compétences, entre 0 et 6 ans, qui pour moi sont les fondements, en fait, du politique et de la capacité à l'humain à pouvoir entrevoir autrement la société. C'est à cet endroit-là et à ce moment-là qu'on doit donner des chances à l'humain et de se connaître et de pouvoir faire des différenciations, de pouvoir choisir en fait, de pouvoir dire j'ai envie de ça et j'ai envie de ça et j'ai pas envie de ça.
Mais pour ça, il faut pouvoir donner des outils, en fait, à l'humain. C'est là qu'il a besoin de compétences qui lui serviront plus tard, dans un âge, des fois, je pense, bien adulte. C'est quand on est tout petit. Et c'est pour ça, il y a un pédagogue, Steiner, il disait que pour les tout petits enfants, il faut des gens absolument extrêmement formés, et peut-être les plus formés. Et c'est pas du tout ce qui se passe, c'est pareil. On parle des femmes, il n'y a pas d'hommes dans ces professions-là. Pourquoi sociétalement, chez les petits-enfants, c'est pas important, en fait. Donc nous, à la petite maison, enfin, on a un homme, et on est trop contents. Et on voit que ça change, et le rapport que vont avoir les enfants avec lui n'est pas le même, et on ne peut rien y faire qu'avec nous. Il se passe autre chose. Sébastien, tu veux rebondir ou pas ? Si on reste sur la question du genre, sur l'enjeu de la compétition, parce que tu as commencé à aborder cette problématique de la compétition, on a un exemple assez simple et intuitif, mais qui est documenté maintenant, sur le fait que dans une société patriarcale, le travail de soin, le travail d'attention, ce qu'on appelle le travail de care, est surtout fait par les femmes, avec tout ce que ça suppose de hiérarchie aussi, hein, parce que c'est un travail qui a longtemps été extorqué gratuitement aux femmes. Donc quand aujourd'hui elles vont le faire sur le marché du travail, c'est des métiers peu payés, tout ce qui va être la femme de ménage, etc. Et en fait, les femmes qui ont des métiers fortement rémunérés liés au fait qu'elles ont réussi dans la compétition scolaire se retrouvent de manière intersectionnelle en tant que femmes bourgeoises blanches à exploiter des femmes populaires racisées. Et donc finalement, la compétition mise en avant en termes de genre, c'est un paradigme viriliste et masculin. Et là, de ce point de vue-là, l'école est une grande pourvoyeuse idéologique des valeurs de la domination et des valeurs du masculin. Il faut prendre sa place, tant qu'à faire la plus haute, et déléguer à des subalternes les tâches les moins intéressantes. Et on voit que voilà, les profils les plus méritants en termes de réussite sociale, si ce sont des femmes, au sens du sexe biologique, elles sont finalement conditionnées et invitées à avoir elles-mêmes des comportements plutôt dominants et à reproduire à l'intérieur même du rapport de domination. Du rapport de domination. Donc, du coup, aller du côté de la rivalité et pas de la sororité, par exemple, pour ce qui est de la question de la construction du féminisme. Donc, de ce point de vue-là aussi, l'école, et pas que, le marché du travail, évidemment, sont, on va dire, plutôt des empêcheurs de créer une société égalitaire. Et sachant que tu parlais des transfuges de classe tout à l'heure, donc c'est des personnes qui passent d'une classe inférieure à une classe supérieure, sont des outils de légitimation du système actuel en disant regardez, ça peut marcher. Si certaines personnes y arrivent, c'est que notre sujet c'est l'école, c'est que l'école permet en fait de s'émanciper, permet de rebattre les cartes, puisqu'il y a des enfants de prolo qui finalement arrivent à s'en sortir, quoi. Ce qui est évidemment une fable, hein, puisque majoritairement ce n'est pas le cas. C'est la fin de cette première partie. J'espère que ça vous a plu. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à la confection de ce podcast. Rendez-vous dans quelques jours pour la suite. À très vite.